Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cook Midi au Salon international de l'agriculture. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voyager. Vous me direz, tous les jours on voyage, on était hier en Sologne, on est passé en Aquitaine, on est remonté dans les Hauts-de-France et on s'est arrêté en Bretagne. Mais là on va aller beaucoup plus loin pour une recette, vous allez voir, très originale et avec une petite nouvelle. Bonjour Mithili. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, c'est vous qui êtes à la manœuvre aujourd'hui. Qu'allez-vous nous proposer? Alors, je vais vous préparer des pancakes aux graines de chia. Chia, petit débat. Là, il y a un vrai débat. On va en parler tout à l'heure avec un producteur. Et sa compotée d'ananas. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour cette recette? Que des ingrédients simples qu'on trouve facilement dans son magasin bio et même dans des enseignes de proximité sans aucun problème. Donc, il faut de la farine de petit épeautre, des graines de chia, de la levure chimique, du bicarbonate, du lait végétal. Donc le lait de soja Lait de soja, lait d'amande, lait de noisette, c'est vraiment en fonction de votre goût. Du vinaigre de cidre, un demi-ananas découpé en cubes, du sucre blond, de sucre de coco, voilà, des sucres complets, de l'huile de coco pour la matière grasse et un yaourt pour le topping avec du sirop d'agave ou sirop d'érable. J'ai déjà faim. Je vous laisse faire. Je vous retrouve tout à l'heure. Super. Et on va retrouver maintenant nos invités sur le plateau de Cook Midi. Alors, on va parler voyage, mais pas que. Et on va déjà commencer par... Alors, Pierre Pugeot, bonjour. J'ai un vrai problème. On dit graines de chia, graines de chiar, graines de chia. Vous, dans le Gers, puisque vous êtes producteur dans le Gers, vous dites comment? Moi, je dis chia. Mais après, chacun sa prononciation. C'est un peu... Alors, vous êtes producteur, vous n'êtes pas nombreux, hein, les producteurs de chia aujourd'hui. Non, je crois qu'en France, on est à peu près 150 à produire cette graine-là. En fait, c'est vrai que c'est une culture qui est arrivée récemment. En fait. Elle est arrivée il y a combien de temps en France? En 2017, je crois. On a commencé à en implanter, en fait. Alors, expliquez-moi un petit peu la démarche. C'était quoi l'idée au départ? Vous, je suppose que vous étiez agriculteur, faisiez autre chose? Ben, moi, je suis agriculteur bio, oui, dans le Gers, depuis une vingtaine d'années. En fait, j'ai 10-12 cultures différentes. Mais là, c'est introduire une autre plante, en fait, une autre famille de plantes. C'est une sauge, c'est pas commun dans nos itinéraires, en fait. Et en plus, c'est un très bon pollinisateur. On a beaucoup de pollinisateurs dessus, à une période où il n'y a pas beaucoup de fleurs, donc ça permet de nourrir aussi cette biodiversité. Puisqu'en bio, on s'appuie quand même sur la biodiversité, en fait. Et en plus, c'est quand même une plante qui, économiquement, si on n'est pas trop mauvais, si on s'en occupe bien, en fait, elle est quand même assez intéressante pour l'agriculteur aujourd'hui, oui. Alain Delavie, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur des rédactions de Rustica. On voit d'ailleurs tous les derniers numéros de Rustica qui sont devant vous. Il y a un effet mode sur cette graine de chia. Il y a un effet mode et puis elle a des qualités nutritives particulières. Elle est riche en protéines et des bonnes protéines pour nous. Elle est surtout très très riche en oméga 3. C'est aussi une plante qui, quand on l'utilise, on la dilue dans l'eau. On la met dans l'eau, donc elle gonfle. Pour ceux qui veulent faire un régime amincissant, ça aide. Voilà, donc on peut l'agrémenter. Je pense qu'avec notre invité que je vais vous présenter dans un instant, tous les deux, on en a besoin. Voilà, donc en fait, elle a plein de qualités. Elle est aussi riche en vitamine B. Donc c'est une plante et elle est très riche en fibres. Donc effectivement, moi qui suis par exemple sans gluten, je l'utilise beaucoup pour les desserts parce qu'effectivement, c'est un plus dans la cuisine sans gluten et autres d'ailleurs. Pour tous ceux qui veulent faire un peu attention à leur ligne ou simplement qui veulent avoir des desserts qui sortent de l'ordinaire. Alors, on reparlera de tout ça dans un instant. Et puis, un autre invité, Bernard Jougla. Bonjour Bernard. Bonjour Philippe. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Cook Midi. Alors, vous n'êtes pas agriculteur, non, mais vous êtes producteur de ces petites choses miraculeuses, de la confiture. Vous êtes maître confiturier. C'est quoi un maître confiturier? Un maître confiturier, c'est d'abord quelqu'un qui est passionné par son métier et qui transforme tout le fruit des agriculteurs en bonne confiture. Voilà. Alors, des bonnes confitures, des confitures surtout médaillées au concours général agricole cette année. Vous avez récolté combien de médailles? Alors cette année, on a eu 4 médailles. On a eu une médaille d'or pour la crème de pruneau et on a eu 3 médailles d'argent avec une confiture de framboise. Comme celle que l'on voit ici. Voilà. Une gelée de coin et une confiture de mûre sauvage. Alors, vous, c'est une affaire de famille, hein, la confiture? Oui, c'est une affaire de famille. Je travaille avec ma femme, Pascal. Et je travaille avec ma maman, Josette, qui tient la boutique avec fermeté. Et vous avez, depuis vos débuts au concours général agricole, combien de médailles décrochées? Depuis 2013, la création du concours confiture au concours général agricole, nous avons 34 médailles. C'est énorme.
en première place en France, nous sommes l'entreprise qui en avons le plus. Donc il y a beaucoup de vos confrères qui doivent vous détester quand vous arrivez au concours général agricole. Oui, peut-être, oui. Mais c'est avant tout des gens avec qui on discute beaucoup de produits parce que tous ces gens-là sont des gens passionnés. Alors Mithili, vous en êtes où? Je vois que vous commencez déjà à faire chauffer l'ananas. Je commence par la compotée d'ananas, une dizaine de minutes, le temps que ça caramélise. Si besoin, je rajoute un petit peu de sucre complet. Et ensuite, je passe à la préparation des pancakes. Eh ben, on vous laisse faire, on se retrouve dans un instant. Super. Pierre, cette graine, on va en voir à l'image. Alain nous disait tout à l'heure que c'était bien, il y a plein d'oméga 3, c'est plein de choses bonnes pour nous, pour nos régimes. Elle a quelle tête quand on la cultive? Elle ressemble à quoi? Ah, c'est vraiment une graine toute petite. C'est la plus petite graine, je crois, que l'on cultive en fait. Et ce qui fait que techniquement, c'est assez pointu aussi parce que ça se sème vraiment à très faible densité. Enfin bon, c'est assez voilà, le machinisme pour le semis et aussi pour la récolte, c'est assez pointu quand même. C'est vraiment une toute petite graine. Et vous, votre démarche, ça a été quoi? Parce que vous me disiez j'étais agriculteur et vous êtes toujours agriculteur bio. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans une aventure comme ça? Parce que c'est vrai que vous le disiez, ça a démarré en 2017, hein, la mode. Aujourd'hui, on en voit partout, y compris chez des sites de restauration rapide, des magasins de restauration rapide. Je pense notamment, on va leur faire un peu de publicité, à Cogent, qui est une chaîne très branchée. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans cette aventure? Alors déjà, je pense que c'est pas une très grande aventure pour un agriculteur en fait, parce que c'est quand même qu'une culture de niche, c'est-à-dire ça va représenter une petite surface par rapport à ce qui est cultivé, mais par contre, elle a un intérêt en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de biodiversité, en termes agronomiques, en termes économiques aussi en fait, donc on a tout intérêt à avoir ce type de culture. Oui, ça se vend bien, disons que le prix est rémunérateur pour le producteur aussi, qui prend aussi quelques risques parce que c'est une culture qui est pas du tout connue, enfin on connaît pas techniquement vraiment comment elle se conduit en fait. Et donc voilà, c'est ça. Mais si, c'est intéressant, bien sûr. Alors justement, en matière de culture, comment vous y êtes pris? Parce que un agriculteur qui veut se lancer pour faire du soja, pour faire du colza, pour faire du blé, bon, il y a une littérature absolument abondante et incroyable sur la question. Sur les graines de chia, il n'y a pas beaucoup de littérature. Non, mais c'est surtout du bon sens l'agriculture. Voilà. Et moi, je suis sur des systèmes en fait dits agroécologiques. On a beaucoup de plantes, beaucoup de couverture des sols. On fait attention à tout ça, à la vie microbienne des sols, etc. Et donc là, on s'adapte à une autre plante, mais c'est quand même notre métier. On sait faire en fait. Bon, on connaît les cycles. Bon, évidemment, ceux qui nous fournissent, ceux qui nous en 2017, ceux qui ont lancé qui est AgroFun là, qui ont lancé cette graine là en France. Il y a quand même 15 ans de recherche au niveau sélection pour avoir des variétés qui puissent être cultivées en France. En fait, on a une seule variété qui est Ororo, qui est capable d'être cultivée en France. Les autres, c'est une plante subtropicale, en fait, qui est originaire d'Amérique du Sud. Et bon, il a quand même fallu 15 ans pour l'amener à ça. Donc, effectivement, eux, ils ont quand même cette expérience-là. Ils nous guident un petit peu aussi, en fait. Et après, bon, c'est une plante, on connaît. C'est vrai, Alain, on le sait peu, mais avant qu'une graine arrive chez l'agriculteur et a fortiori que le produit arrive dans nos assiettes, il y a parfois des dizaines d'années de sélection, de recherche. Là, Pierre nous disait 15 ans pour aboutir à la graine qu'il va planter. Oui, effectivement. Les graines que l'on utilise aujourd'hui, derrière, il y a un travail énorme qui a été commencé il y a très longtemps, soit sur des cultures qui étaient déjà présentes chez nous, mais sauvages. Là, c'est pas le cas. On est vraiment sur une plante qui vient d'Amérique du Sud, qui est très adaptée à un climat totalement différent, qui a besoin de beaucoup de soleil, qui a besoin aussi de beaucoup d'humidité au début de sa croissance. Alors c'est une sauge. Alors effectivement, les jardiniers français connaissent les sauges, mais c'est une autre sauge. C'est pas la sauge officinale qu'on connaît habituellement? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes cultures, pas du tout les mêmes résultats. La sauge officinale, on cherche son feuillage. C'est pas sa graine. Et là, on est vraiment sur une plante qui doit fleurir assez tôt, qui doit donner des graines. Je sais qu'aussi à la récolte des graines, il faut pas attendre trop longtemps, sinon ça a tendance à tomber tout seul. Et c'est vraiment des toutes petites graines, effectivement. Donc les jardiniers français amateurs aujourd'hui la connaissent à peine. On la connaît beaucoup sous l'angle du bien-être, de la cuisine, et on va se l'approprier maintenant qu'il existe une ou plusieurs variétés qui arrivent sur le marché pour la culture. Et on en fait quoi alors? Parce que je crois qu'il y a la graine que l'on va utiliser, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des huiles, il y a des gélules. Expliquez-moi, c'est quoi tous ces produits?
Alors moi je suis un peu moins spécialiste de ce qui se passe après la culture. C'est vrai que il y a des gélules effectivement, mais c'est surtout consommé en graines, je pense quand même, en fait, pour introduire dans les pâtisseries, dans les gâteaux, comme les recettes que l'on a aujourd'hui, en coupe au fait, etc. Mais c'est vrai que je suis peut-être pas le plus à même d'en parler. Vous la produisez, vous le savez. Alain? Eh bien, on l'utilise effectivement les graines entières, donc qui sont très fines, que l'on réhydrate, qui prennent cet aspect gélatineux. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça rappelle le tapioca. Alors, ça n'a pas beaucoup de goût naturellement. Moi, je vais vous dire, le tapioca, ça me faisait pas rêver quand j'étais enfant. Oui, mais alors j'espère que les graines de chia, ça va me faire un peu plus rêver. Ça fait rêver parce que d'abord, il y a des accords assez extraordinaires. Mettez un coulis de fruits rouges avec, vous allez voir, vous allez tomber. Et c'est tout autre chose. Alors là, dès qu'on parle de coulis de fruits rouges, il y a les yeux de Bernard Jougla qui s'illuminent. Je voulais intervenir, dire qu'un tapioca avec une très bonne confiture ou un coulis de fruits rouges, c'est excellent. Et là, justement, sur les pancakes, là, on va mettre une compotée d'ananas, mais on pourrait mettre vos confitures. On peut mettre une confiture d'ananas avec un peu de vanille bourbon de Madagascar pour relever un peu le goût. Oui, ça serait tout à fait compatible, oui. Alors, on va parler confiture, on retourne voir Mitili. Alors, toujours la réduction, vous faites cuire l'ananas. Oui. Faut faire attention quand même, hein, c'est un petit peu millimétrique la cuisson d'ananas. Oui, c'est ça, ouais. J'attends un petit peu que ça devienne un peu mou, vraiment que ça relâche les arômes et les saveurs de l'ananas. Et après, je vais réserver, je vais passer à la cuisson des pancakes dont l'appareil est juste ici. Alors, vous faites les pancakes en une demi-heure. Oui. Moi, si je veux faire des pancakes chez moi, il faut que je m'y prenne la veille pour préparer la pâte, l'appareil et pour faire mes pancakes le matin au petit déjeuner quand je suis pas encore complètement réveillé. Et vous faites tout en une demi-heure. On peut le faire chez soi en une demi-heure? Oui, bien sûr. Moi, je le fais le matin, en n'étant pas très réveillé, donc forcément, il me faut une recette assez simple à réaliser. Donc, le temps que je prépare le petit déjeuner pour les amis, les enfants, etc., j'ai le temps de préparer ma pâte à pancake, de faire autre chose, d'y revenir et de faire la cuisson. Et est-ce qu'on peut préparer sa pâte à pancake, la mettre par exemple dans un saladier ou dans une bouteille et la garder pour la faire le lendemain matin? Oui, tout à fait. Il faudra juste rajouter du lait végétal pour rendre l'appareil un peu plus malléable, mais sinon ça peut se faire à la veille, comme une pâte à crêpes. Mais alors c'est une recette qui est hyper bonne pour la santé puisqu'en plus vous rajoutez du lait végétal. Oui, tout à fait. Ce serait pas possible avec du lait, du bon vieux lait de vache, comme on dit? Oui, bien sûr. Moi, je suis juste intolérante au lactose, donc j'ai opté pour le lait végétal. Mais on peut utiliser différents laits végétaux, donc amandes, noisettes, soja, chanvre, avoine, etc. Et du lait de vache, donc après, avec une petite préférence pour le lait entier, pour que ce soit encore plus gourmand. Donc on se donne bonne conscience avec votre recette de pancake et après on tartine avec du sucre et de la confiture, Bernard Jougla. C'est ça. Moi j'aime bien les confitures, mais je les aime pas trop sucrées. Et je trouve que souvent, certains produits, on va dire entre guillemets, sans les dénigrer, hein, les confitures industrielles sont par trop sucrées. C'est dû à quoi? Mais c'est dû que les gens, si vous voulez, la loi sur les confitures est passée européenne et donc on a eu le taux de sucre qui a baissé, qui est maintenant il est passé de 60 grammes sur le produit fini à 55, donc ce qui permet de faire des confitures plus riches en fruits. Et dont nous on fait le choix d'être vraiment à la limite minimale du sucre pour l'appellation confiture et avoir des produits très riches en fruits avec plus de 63 grammes de fruits pour 100 grammes de produits finis. Donc vous, il y a combien de sucre dans un pot? On est à 55 grammes, c'est-à-dire que quand on fait cuire une confiture, on fait 1 kg de fruits pour 750 à 800 grammes de sucre. Et alors vous avez combien de variétés de confitures différentes dans votre magasin tenues d'une main de fer par votre maman? Voilà, nous en réalité on a 250 recettes, mais on n'a pas tout en boutique parce qu'on travaille avec des gens comme la Maison Plisson qui a des recettes propres. On travaille avec par exemple Dominique Boucher, meilleur ouvrier de France sur Morégeau, avec qui on fait des recettes d'orange au cointreau, enfin des choses un peu exceptionnelles. Mais on a sur notre boutique en permanence 60 recettes différentes avec des confits, des gelées, des marmelades, des confitures, voilà. Et est-ce qu'il y a une saisonnalité aussi, par exemple? Oui. Est-ce qu'en ce moment, vous produisez de la confiture de fraises, par exemple, sachant que il y a finalement très peu de fraises françaises encore produites? Oui, enfin, on arrive à trouver des fraises françaises, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des fruits qui supportent très mal les voyages. Donc, on a des gens qui sont spécialisés pour ça, qui congèlent tout sur place et ils nous permettent de le stocker, de pouvoir avoir des fruits toute l'année qui gardent toute leur qualité. Et alors, la confiture impossible, le rêve absolu pour vous, ce serait de faire quoi? C'est celle que vous n'avez pas encore faite, mais que vous allez bien. Encore faite, oui. Voilà. Il y a des associations, on peut faire des mélanges aussi. Ah oui, on peut faire beaucoup de mélanges. On a fait les championnats du monde en été 2019. On a fait un mélange. On a acheté une pêche blanche dans le Gers
on a pelé à la main. On a travaillé ça, on voulait amener de l'acidité, on a pris une griotte. Il nous manquait un peu de piment en fin de bouche. On a mis un peu de piment d'Espelette pour aromatiser tout ça. Et à la sortie, on est arrivé premier au championnat du monde sur ce parfum-là. Et vous étiez combien de concurrents au championnat du monde? On était plus de 55, je crois. Donc, et il y avait 10 pays. Donc on peut le dire, hein, les meilleures confitures du monde sont françaises, sont ariégeoises et elles viennent de chez vous, Bernard Chougla. Alain, on va aussi parler, parce que c'est un des produits qu'il y a dans la recette, de l'ananas. Alors là, l'ananas, que n'a-t-on dit sur l'ananas qui voyageait, sur le bilan carbone de l'ananas, etc., etc. Il y a aussi une multiplicité de variétés d'ananas. Il y en a beaucoup, mais il y en a quand même 4 ou 5 qui font le cœur du marché. Il y a le Victoria. Il y a le Victoria. Alors c'est le plus petit, qui est très doré, qui a un parfum, rien on s'en approche, on sent ce parfum incroyable. Et le Victoria, il a un parfum bien typique. Oui, oui. Et puis vous avez le Cayenne. Le Cayenne, c'est celui qu'on trouve le plus, qui est un gros fruit. Alors il faut faire attention avec l'ananas parce qu'on croit plus il est jaune, plus il est mûr, etc. C'est pas vrai. Suivant la variété, en fait, c'est pas l'aspect extérieur. Ça peut être vert, ça peut être vert jaune, ça peut être. Le Victoria, lui, est complètement doré. Il a tout pour lui d'ailleurs, mais il est tout petit. Il coûte beaucoup plus cher aussi. C'est assez. Alors bien sûr, c'est un fruit exotique. Le Victoria, c'est celui de la Réunion, non? Souvent, c'est celui. Victoria, oui, je pense. Oui, on en trouve. En fait, il y a plusieurs productions, donc vous en trouvez dans différents pays, et on peut faire du Victoria un peu dans d'autres pays aussi. Et quand on fait une confiture, justement, là. Pour l'ananas, on joue sur les différentes origines, on fait un mix des différences, ou on prend que, par exemple, du Victoria? Non, on peut arriver à faire, pour avoir une régularité du produit sur toute l'année, il faut arriver à faire des mix de produits, et il faut bien sûr ne pas oublier la filière de la Réunion, qui est importante, et ça reste un produit français. Donc on fait des mix de produits, et notamment avec l'ananas de la Réunion. Mithili, ça y est, j'ai l'impression que vous êtes en train de nous préparer les pancakes. Ça y est, vous avez bien senti. On va regarder ça. Voilà, vous êtes... petite cuisson, voilà, regardez comme c'est beau. Non mais franchement, ça donne pas envie, ça, on ira les goûter tout à l'heure. Pierre Pugeot, aujourd'hui, le Chia, c'est une plante d'avenir, c'est une production d'avenir. Ça va inciter d'autres agriculteurs à regarder ça d'un peu près pour en produire, parce qu'il y a visiblement une demande dans les boutiques de forme, les boutiques bio, les boutiques santé. Disons que je pense effectivement qu'il y a une grosse demande sur ce produit-là en fait. Je connais pas les pourcentages, mais une grosse partie du Chia est importée en fait. Elle n'est pas du tout, il vient pas de France. Et là, qui sont vos concurrents aujourd'hui? Je les connais pas. Je sais pas d'où ils viennent exactement. En fait, je connais pas la filière. Une sorte de mépris. Voilà, non, je ne veux pas savoir qui sont. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que il y a vraiment aujourd'hui ça démarre à peine en France. On démarre à peine parce qu'il a fallu 15 ans de recherche donc pour essayer d'arriver à avoir la semence qui correspond à nos conditions pédoclimatiques en fait. Aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui marche un petit peu effectivement, il faut que le marché s'adapte, il faut que le consommateur décide d'acheter ce type de graines là françaises en fait. Et là la production va suivre de toute façon parce qu'elle est rémunératrice, parce que elle est faisable quoi. Elle amène de la biologie dans les sols. C'est notre type de plante. Elle a des vertus agronomiques, c'est ça. Je cherchais ça. Et elle peut très bien être en complément d'autres cultures en fait. Voilà, c'est ça. Donc je pense que la production suivra. Il n'y a pas de souci en fait si le marché tire. Et alors, qui dit nouvelle production dit aussi questionnement de la part des autorités sanitaires, etc. Vous êtes très contrôlés. Déjà les producteurs bio, vous êtes plus contrôlés que les autres, mais est-ce que sur cette production-là, il y a beaucoup de contrôle? Non, il n'y a pas de contrôle particulier sur cette culture-là. On n'est pas contrôlé plus que ça. On est contrôlé par rapport à la bio, bien sûr, mais ça fait partie des contrôles que l'on a annuels par rapport à la bio, où on aura des contrôles de provenance de semences, etc. Et tout l'itinéraire technique aura été contrôlé en fait, mais pas plus qu'une autre culture. Alain, est-ce qu'on peut cultiver du chia sur son balcon? Alors, ça n'a pas grand intérêt, vous allez me dire, mais... On peut, c'est peut-être pas l'idéal parce que c'est quand même, ça monte jusqu'à 80 cm, 1 mètre de haut quand même. Donc il faut un balcon assez large et surtout beaucoup de soleil. On peut avoir des ennuis avec les voisins? Non, pas spécialement. C'est juste qu'il faut la place pour le laisser cultiver. C'est une sauge, donc les sauges, on en cultive énormément. Donc pourquoi pas, c'est quand même mieux dans un jardin, en pleine terre, en plein soleil, dans une terre drainée. Alors là, je sais pas si vous entendez derrière nous, mais on a vraiment une ambiance, messieurs, qui correspond à votre sud-ouest. Hein. Ah, c'est ça, c'est tout à fait le sud-ouest. Il y a peut-être de la salle encore dans les allées. Ouais.
Et c'est comme ça toute la semaine? Ah, c'est ça toute la semaine. Dans le hall 3, je vous garantis, c'est ça toute la semaine. Et on a l'impression d'ailleurs que le salon de l'agriculture, et notamment le hall 3, le hall des régions, s'il n'y a pas toutes ces fanfares, c'est plus tout à fait le hall 3. Ah non, c'est plus le hall 3, non. Tout à fait. Alors, justement, vous, votre semaine, ça se passe comment? C'est-à-dire, vous passez votre semaine à ouvrir des pots et à faire goûter? Alors, on fait à goûter environ entre 3 et 3500 personnes par jour. On utilise 3500 cuillères par jour pour faire goûter, parce qu'il faut vraiment que les gens viennent découvrir le produit. Et en général, on fait mouche 9 fois sur 10. Voilà, on fait on fait goûter tous les produits. Alors, on a l'impression aussi qu'il y a un retour des consommateurs vers des confitures peut-être un peu moins industrielles, mais un peu plus artisanales. Est-ce que c'est une impression de consommateurs parisiens ou est-ce que c'est la réalité du marché? Non, c'est la réalité du marché. Depuis 2-3 ans, les gens achètent des confitures. Déjà, c'est un acte de plaisir. Et voilà, on a un bon rapport qualité-prix. On est les plus chers du rayon, mais les gens y retrouvent leur compte, quoi. C'est quoi la différence de prix, par exemple, entre un produit de grande surface lambda un peu industriel et vous? C'est un produit qui va commencer à 1 euro pour l'industriel, et nous, on est entre 3 et 5 euros le pot. Et ça, c'est combien, par exemple? Ça, vous le vendez combien, ce pot de confiture de framboise? 5 euros le pot. Voilà. Ce qui est finalement pas très cher pour se faire plaisir. Voilà. Mithili, on en est où? Eh ben, ça avance. La petite pile commence à se former. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu aussi sur l'ananas, parce que je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire un ananas dans son jardin? Par exemple, imaginons que j'ai une maison sur la Côte d'Azur, un peu de chaleur, est-ce que je peux faire des ananas? Ça va être difficile. J'ai vu des bananiers à Nice, donc on peut se poser la question. Oui, mais le bananier, on a des variétés qui viennent de montagne, d'origine de montagne, et qui sont moins frileux. Le bananier, en France, on en trouve jusque dans le nord de la France, et qui, les bonnes années, donne des bananes. Alors, ce sont pas forcément les bananes les meilleures que l'on trouve. Pour l'ananas, non. Éventuellement, c'est une plante d'intérieur que vous pouvez cultiver pour votre décoration. Il faut faire attention, c'est quand même une plante qui se défend. Elle est un peu piquante sur les bords, même beaucoup. Et puis, en fait, il faut savoir que l'ananas fleurit, donne son fruit, et le pied mère disparaît, meurt, en redonnant tout autour des rejets. Et vous pouvez les replanter. Mais cultiver dans votre jardin, non. En France, on va oublier, même si le changement climatique nous fait des surprises, là, faut pas pousser quand même. Mithili, est-ce que vous avez une combine, vous, un truc pour enlever la peau de l'ananas? Parce que moi, à chaque fois, où je me donne un petit coup de couteau dans le doigt, ou alors je m'arrache les doigts sur l'extérieur de l'ananas, vous avez une méthode? Je tiens l'ananas debout s'il est suffisamment plat en fait en dessous, sinon je coupe le dessous pour avoir une base stable et ensuite je coupe de manière perpendiculaire, je fais tourner l'ananas. Donc comme ça les doigts sont pas sous le couteau et pas d'accident. Donc ce que vous êtes en train de me faire comprendre, c'est que je suis absolument maladroit et que j'ai deux mains gauches. C'est à peu près ça l'idée. Je donnerai des cours, il n'y a pas de souci. D'accord. Pierre Pugeot, on va élargir, on va parler de votre exploitation. Vous dites agriculteur bio, vous faites pas que des graines de chia, vous faites quoi d'autre? Je fais 10 à 12 cultures différentes en fait, qui passent par les céréales classiques, blé, orge, etc. Mais il y a aussi du tournesol, du sorgho, du soja, en fait, du haricot rouge. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, il y a du lentilles, pois chiches, l'aigle, enfin voilà. Donc c'est assez diversifié en fait. C'est une ferme justement qui est assez diversifiée pour pouvoir s'adapter aussi aux conditions météo. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure en fait, qui sont assez chaotiques. Et j'ai aussi l'animal qui est arrivé aussi sur la ferme en fait pour la fertilité des sols essentiellement en fait, où j'ai installé quelqu'un sur cet atelier-là sur un système transhumant en fait de brebis. Alors expliquez-moi. En fait, l'idée c'est que on est en agriculture biologique en fait, donc on n'a pas droit aux engrais chimiques, etc. Donc on travaille sur la biologie et sur la biologie des sols essentiellement en fait. Donc et l'animal lui est un vecteur de microbes et de bactéries en fait qui est vraiment extraordinaire et c'est un ensemenceur de bactéries. C'est-à-dire que moi les animaux ils sont tout à la pâture en fait et ils sont sur les parcelles. C'est-à-dire qu'ils consomment les couverts végétaux, c'est-à-dire entre deux cultures en fait ils sont dans les parcelles. Je fais pâtir un petit peu les céréales aussi et donc ils s'en servent vraiment c'est un outil agronomique. Voilà, en gros c'est ça. Et voilà, et tout ça se complète. C'est des systèmes en fait où chaque plante complète l'autre. Tout le monde est en train de s'associer et pour essayer d'avoir une biologie la plus riche possible en fait. Et vous êtes nombreux, les agriculteurs bio, les cultivateurs bio dans le Gers comme vous?
Je crois que le département du Gers, c'est un des premiers départements. Avec la Drôme, en France. oui, vous êtes, ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes en compétition tout le temps avec la Drôme là-dessus? Pourquoi? Parce qu'on est sur des systèmes qui sont assez, on est sur des coteaux secs, qui sont pas très très productifs en fait, et on est obligé pour ça de se différencier effectivement et d'avoir des systèmes de production, voilà, un peu différents quoi. Et Alain, on voit bien que chez les cultivateurs bio aujourd'hui, il y a une vision globale. Hein. On fait venir des animaux pour une destination bien particulière, pour un rôle bien particulier. On n'a pas une vision très linéaire de l'agriculture. Elle est multiple, l'agriculture bio. Elle est multiple parce que, en fait, on en a besoin. Ça permet, on n'est pas sur du traitement, on est sur d'autres. On évite les traitements. Donc, pour éviter les traitements, il faut que la biodiversité soit importante parce qu'en fait, on a des mangeurs de pucerons, on a des mangeurs d'autres ravageurs. Et puis, pour l'amélioration des sols, c'est important. Si on met toujours la même culture au même endroit, effectivement, on va appauvrir le sol en certains éléments. Donc, toute cette succession de cultures et cette proximité fait que la biodiversité des cultures, ça évite l'attirance de ravageurs spécifiques et ça enrichit aussi les sols. Donc en fait, c'est tout un complexe, effectivement. On a une vision beaucoup plus globale. C'est ce que l'on fait en agroécologie, ceux qui font de la permaculture aussi. Voilà, c'est tous ces développements qui font que, effectivement, on a une plus grosse diversité et une richesse au niveau de nos terroirs. Bernard, si on veut se lancer chez soi, comme on le fait dans cette émission depuis le début de la semaine à faire de la cuisine, il y a des petits trucs à savoir pour faire sa confiture. Alors pas pour vous faire concurrence, mais juste pour une fois de temps en temps essayer de se faire un petit peu peur en cuisine et de se faire plaisir. Pour faire des bonnes confitures, il faut des bons fruits à la base. Faut pas croire qu'on fait des bonnes confitures avec des fruits de fin de marché ou autre. Alors justement, j'ai vu une grande surface il y a pas très longtemps qui proposait dans ses rayons des pots de confiture faits avec les restes de rayons. Oui. En nous vend une démarche écologique, respectueuse, durable, pas de gaspillage. C'est pas une bonne idée. Si, ça peut être une bonne idée, mais ne croyez pas qu'ils utilisent des fruits qui sont périmés, entre guillemets. Ils sont pas abîmés. Hein. Mais ils ont décidé de faire des confitures en interne. Bon, alors pour faire une bonne confiture, donc des bons fruits. Des bons fruits. Le sucre, on choisit, Non, on peut utiliser du sucre bio, du sucre blanc de betterave. Voilà. Il n'y a pas une spécificité sur le sucre. Et pour faire cuire tout ça, du cuivre, bien sûr. Du cuivre ou de l'inox. Pour Ouais. le cuivre, oui, pourquoi pas. C'est joli sur la photo, mais les marmites en cuivre demandent beaucoup d'entretien. Donc nous on cuit sur de l'inox double enveloppe hein, pour éviter que ça accroche. Bon, je fais pas ça dans mon faitout avec le revêtement anti-adhésif. Non, là par contre non. C'est pas une bonne idée. Non, il faut acheter une petite marmite en cuivre que vous trouvez dans des grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés. Ouais, et si je veux me faire mon pot de confiture, il me faut combien de temps? Oh, ça dépend. Si vous vous transformez 5 kg de fruits avec un peu de sucre, il faut 1 heure. Vous partez du fruit et vous avez fermé le pot. Ok, bah écoutez, maintenant je vous propose de regarder en accéléré cette recette de pancake et vous retrouve dans quelques instants avec Mitili pour présenter le produit fini, la recette terminée. Regardez comme c'est beau. Non, franchement, c'est très beau ce que vous nous avez fait là. Ah, merci. Alors, par contre, je trouve que les pancakes, la couleur est un petit peu différente de la couleur des pancakes classiques. C'est dû à quoi? À la farine d'épeautre. Tout simplement, elle est plus complète que la farine de blé en fait T45 qu'on utilise classiquement en pâtisserie. Et en fait, moi, je les aime bien aussi un petit peu dorés plus que la normale. Donc voilà,
C'est pour ça que je vous les présente comme ça aujourd'hui. Et effectivement, quand vous la mettez dans la poêle, elle est moins liquide, la pâte, que la pâte à pancake classique que l'on fait habituellement. Oui, exactement. C'est justement pour avoir le côté, ce qu'on appelle fluffy, donc très épais, très gourmand. Donc c'est pour ça qu'on en a besoin peut-être de 2-3 grands maximum par personne. Et on ajoute des fruits. Moi, je rajoute du yaourt. Voilà, moi j'aime bien quand ça dégouline, quand c'est gourmand. Donc là, on a un petit déjeuner qui est complet avec les protéines, les glucides, les lipides, pour bien démarrer la journée. Eh bien, grâce à vous, on va prendre notre deuxième petit déjeuner à la mi-journée. Parfait. Et moi, je vous retrouve demain ici pour la dernière émission de Cook Midi au Salon international de l'agriculture. Et n'oubliez pas d'ici là que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain.